Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dague, nous avons fondé Human Learning Expedition, la société qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail. Et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Je suis très attachée à une phrase de Samuel Beckett qui dit « Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps ». Parce que voilà, c'est vrai que c'est très abscon le domaine dans lequel je travaille. Ça peut être très fastidieux de faire la collation d'un livre feuillet après feuillet. Parfois vous avez des livres qui font 400 pages, ça peut prendre un temps énorme. Si j'avais un critère qui me venait à l'esprit, ce serait peut-être celui-là, d'être assez consciencieux, méthodique et de, en effet, se donner du mal pour les petites choses parce qu'elles sont aussi importantes. Vérène manipule des incunables au quotidien. Des incunables. Vous verrez que très vite, ça sera plus clair pour vous. Certains métiers sont tellement rares qu'on ignore qu'ils peuvent exister. Conservateur d'une bibliothèque privée fait partie de ceux-ci. Quand j'ai interviewé Vérène de Diesbach, je ne savais pas exactement quelles étaient ses missions, son objectif, ses responsabilités. Vous allez entendre comment elle travaille depuis 15 ans pour un collectionneur privé d'ouvrages imprimés et manuscrits de la littérature française. Plus de 3000 ouvrages, sur 6 siècles, à répertorier dans les moindres détails, dans des catalogues qui sont édités et font référence. Elle cherche à comprendre l'histoire de chaque pièce, parfois en menant des enquêtes quasi policières dans les siècles passés. Vérène explique en quoi observer minutieusement, être consciencieuse, être appliquée, être méthodique sont des compétences si importantes pour bien faire son travail. Elle aborde le besoin de se motiver soi-même et dans la durée quand on est expert et qu'on effectue un travail solitaire. À travers de nombreux exemples et des histoires vraies, elle nous emmène dans son quotidien d'expert. Bonne écoute. Bonjour Vérène. Bonjour Perrine. Alors, merci d'accepter de nous consacrer du temps aujourd'hui. Je vais te demander directement quel est ton métier. Alors, en fait, on me pose la question de temps en temps et je réponds que je suis conservateur d'une bibliothèque privée basée à Genève qui appartient à un collectionneur, un ancien banquier suisse qui s'appelle Jean Bonnat. Et Jean Bonnat a deux domaines de collection qu'il affectionne particulièrement. L'un qui sont les dessins anciens, et même pas seulement anciens, et l'autre qui est les livres imprimés. Et donc, il a deux personnes qui travaillent pour lui, une personne qui s'occupe de sa collection de dessins et une autre qui est moi-même, qui m'occupe de la collection de livres et de manuscrits. Donc, ton quotidien, c'est quoi? C'est de prendre soin de ce que lui a recueilli ou d'aller acheter et enrichir la collection? Alors, en effet, il y a 15 ans, j'ai été recrutée dans l'idée de rédiger le catalogue exhaustif de cette bibliothèque, qui est l'une des plus belles bibliothèques au monde pour la littérature française, qui soit conservée en main privée. Et en fait, de fil en aiguille, je suis pas seulement amenée à rédiger ce catalogue exhaustif et en 15 ans, je n'ai couvert que la moitié de la bibliothèque, parce que c'est une bibliothèque très importante qui compte à peu près 3000 livres, mais je suis amenée aussi à m'occuper des prêts qui sont faits pour des expositions particulières, des expositions publiques pour le coup, pour lesquelles Jean Bonnat prête des pièces.
Sinon, c'est vraiment une collection privée, aussi bien celle de dessins que celle de livres, qui sont chez lui dans sa demeure à Genève. Donc, ils sont pas ouvertes au public. Et c'est des livres qu'il a acquis il y a longtemps, au fil du temps. Il continue à l'enrichir? Alors, en effet, la première chose qu'il a commencé à collectionner, ce sont les livres, parce que c'est un collectionneur qui est extrêmement lettré, qui est non seulement un grand bibliophile, mais surtout un grand intellectuel, on va dire, c'est le type de personnalité qu'on faisait autrefois et qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, parce que les gens prennent moins le temps de lire, connaissent moins les textes par cœur, comme on les a appris dans d'autres générations. Et en effet, il a rassemblé lui-même cette collection. Il a absolument pas hérité d'une partie de la bibliothèque. Il a tout rassemblé depuis une 40aine d'années. Il s'intéresse essentiellement à la littérature française et il continue d'acquérir, puisque dernièrement, il y a eu des ventes assez importantes à Paris, notamment la bibliothèque de Pierre Berger, qui est un peu sur le même domaine de collection que Jean, et dans les ventes duquel il a acquis plusieurs pièces, en effet. Tu as une dimension technique à ton travail sur la conservation des livres, je sais pas, je pense à l'hygrométrie, des choses comme ça, ou c'est pas du tout le sujet? Alors, moi, je ne suis pas du tout restauratrice. Je suis vraiment spécialisée dans le livre imprimé, voire le manuscrit. Donc, mon rôle, c'est vraiment de les décrire, de décrire les particularités de chaque exemplaire, qui sont généralement des éditions originales imprimées depuis le XVe siècle jusqu'au XXe siècle. Et parfois, effectivement, on fait appel à une restauratrice ou à une autre pour restaurer une reliure ou quelque chose comme ça, mais c'est assez rare parce qu'ils privilégient plutôt les exemplaires en bon état de conservation. Et l'hygrométrie, et effectivement, le livre, en fait, peut souffrir de l'hygrométrie ou des variations de température, mais finalement, comme tout ça est chez lui depuis une 40aine d'années, les livres ont pris l'habitude de suivre, disons, la température des saisons. Et je prends pas des gants blancs pour manipuler un livre du XVe siècle ou pour regarder une lettre de Racine. Voilà, il n'y a pas de principe particulier, de précaution particulière à prendre chez lui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel que tu as vécu, auquel tu as contribué toi, un moment dont tu es fier, peut-être où tu as fait bouger les lignes, où tu as fait la différence? Alors, un succès professionnel, effectivement, il y en a un qui me vient à l'esprit, qui s'est produit il y a à peu près 3-4 ans. C'était une lettre de Racine adressée par l'auteur à Madame de Maintenon. En fait, le sujet était un sujet très important puisque Racine était accusé de jansénisme, et il demandait à Madame de Maintenon de le défendre auprès du roi Louis XIV. Cette lettre était une lettre entièrement rédigée par la main de Racine, signée, parfaitement documentée, référencée dans la bibliothèque de la Pléiade, et Jean Bonnat l'avait acquis 20 ans auparavant dans une vente aux enchères chez Sotheby's à Londres. C'était la pièce manuscrite qui avait fait le plus gros prix dans la vente. Et en effet, quand j'ai commencé à cataloguer cette pièce, puisque donc mon rôle est de cataloguer tous les livres et tous les manuscrits qui se trouvent dans la bibliothèque de Jean Bonnat, j'ai été, un petit peu dubitative au départ par la qualité du document lui-même, le papier, les cordons en soie qui reliaient le document, le fait que Madame de Maintenon avait fait un petit paraphe au verso pour dire qu'elle avait bien lu cette lettre, qu'elle l'avait bien réceptionnée, etc. J'ai trouvé, comme disent les Anglais en expertise, too good to be true. Mais malgré tout, c'était un document qui était référencé dans la Pléiade et qui avait été décrit parfaitement dans le catalogue de Sotheby's, qui disait qu'en effet, on connaissait le brouillon de cette lettre qui se trouve aux Archives nationales, puisque tous les documents de Racine ont été versés par son fils à l'époque à la bibliothèque impériale, et puis à la bibliothèque royale, pardon, et puis donc en fait cette lettre était connue par un brouillon, mais là le catalogue de Sotheby's disait qu'on avait la mise au propre de cette lettre, et donc on avait bien la preuve que Racine l'avait envoyée à Madame de Maintenon.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en regardant un peu plus près ce document qui ressemblait vraiment à l'écriture de Racine, j'ai eu un moment qui a fait tilt, c'est-à-dire que je me suis souvenu d'un faussaire très talentueux qui a sévi au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, qui s'appelait Feuillet de Conche, et qui fabriquait des faux sur un papier d'origine à chaque fois, des faux de Racine, de La Fontaine, des faux de Louis XVI et de Marie-Antoinette. C'était vraiment ces 4 personnages de prédilection. Et en essayant de vérifier un peu l'éthique d'écriture à la fois de Racine et puis ce qui pourrait paraître un peu trop appuyé dans la plume, j'ai acquis la conviction qu'en fait c'était pas un document original de Racine, mais c'était un faux de Feuillet de Conche qui avait eu évidemment l'intelligence, comme tous les faussaires, de prendre du papier de l'époque, ce qui est pas très compliqué de trouver un papier du XVIIe siècle, mais surtout qui s'était appuyé sur ce brouillon de cette lettre originale qui se trouvait donc aux archives. Donc la lettre paraissait tout à fait correcte et parfaitement documentée, référencée, etc. Alors en effet, j'ai dû annoncer à Jean que ce qu'il avait acquis pour 20 000 euros à l'époque, je crois, c'était un faux de Feuillet de Conche et que ça valait peut-être 200-300 euros. Il n'était pas du tout content. Et en effet, ce qui s'est passé, c'est que dans ce cas-là, je manquais d'arguments puisque c'est vraiment une expertise qui se base sur l'observation du document lui-même, sur des tics d'écriture, etc. Et donc il m'a dit à ce moment-là, demande à Thierry Baudin. Thierry Baudin est le plus grand expert en manuscrits sur la place de Paris et qui plus est plus âgé que moi. Et donc vois avec lui quelle est son opinion. Et en effet, Thierry Baudin a confirmé comme quoi cette lettre était un faux de Feuillet de Conche. Mais le problème, c'est qu'il a fallu ensuite aller dire à Sotheby's qu'en effet, 20 ans auparavant, ils avaient fait une erreur d'expertise. Or, il se trouve qu'effectivement, il y a une prescription. Au bout de 20 ans, on peut pas tellement revenir en disant, écoutez, excusez-moi, mais ce que vous m'avez vendu n'a pas du tout, correspond pas à ce que je voulais acheter. Et bon, finalement, étant donné que Jean Bonnat est un grand collectionneur, un grand mécène, au bout de 5 mois, ça a pris 5 mois à Sotheby's pour vraiment confirmer ce que nous disions, c'est-à-dire que c'était un faux, pour leur dire en effet, vous avez raison, on est d'accord avec l'analyse que vous avez donnée, et vous-même et Thierry Baudin, et donc nous allons rembourser à Monsieur Bonnat cette lettre. Alors voilà, c'était une petite victoire parce qu'effectivement, je travaille dans un domaine qui est essentiellement masculin. Il y a très peu de femmes qui travaillent dans le domaine de la librairie et encore moins dans le domaine de la bibliophilie, en tous les cas en tant que bibliographe, c'est-à-dire c'est ce que je fais, de la bibliographie matérielle. Donc, de pouvoir un peu dire, en effet, voilà, j'ai pu, grâce à mes connaissances, grâce à mon passage aussi chez Christie's, puisque je travaillais pendant 10 ans au département des livres et des manuscrits chez Christie's, j'avais pu voir des faux de Feuillet de Conche, et donc grâce à ça, j'ai pu en effet expertiser cette lettre correctement. Donc c'est l'expérience que tu avais du faux, de ce faussaire-là, qui a fait tilt. Si t'avais pas fait ce stage, si t'avais pas travaillé chez Christie avant, t'aurais jamais pu le déceler. Si je n'avais pas travaillé chez Christie's avant, je n'aurais jamais pu déceler que c'était un faux de Feuillet de Conche. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les experts de Londres chez Sotheby's, qui ne connaissaient pas le travail de ce faussaire et qui donc sont tombés dans le piège de Feuillet de Conche, de la même manière que la Bibliothèque nationale a possédé pendant des années un manuscrit soi-disant autographe de la main de La Fontaine et qui s'est avéré être un faux de Feuillet de Conche et qu'ils ont sorti de la grande réserve. La grande réserve, c'est un peu le saint des saints de la Bibliothèque nationale où ils possèdent les documents les plus précieux, et ils ont sorti il y a une vingtaine d'années cette pièce qui était en fait un document du faussaire du 19e et non pas un faux un document original de La Fontaine. Donc ça veut dire que tu travailles avec une énorme application, c'est un travail de grand détail ce que tu fais? Alors mon travail, qu'il s'agisse des livres imprimés ou des manuscrits, je travaille
essentiellement sur des livres imprimés, puisque Jean Bonnat possède près de 3000 livres imprimés et un peu moins de manuscrits. C'est vraiment un domaine d'expertise. Je suis pas là pour, je ne m'occupe pas de la valeur du document, contrairement à ce que je faisais autrefois chez Christie's. Je n'ai pas à estimer la valeur sur le marché de telle ou telle pièce. Je dois la décrire, l'analyser, comprendre sa provenance, voir si le document est entièrement original ou si le livre imprimé a été trafiqué, parce que malheureusement, pour des livres qui valent effectivement plusieurs centaines de milliers d'euros, eh bien, un libraire indélicat peut le compléter si jamais il manque une planche à imprimer ou un frontispice, ou si la reliure n'est pas exactement de l'époque. On va avoir tendance à essayer de modifier cela, parce qu'évidemment un livre dans une reliure de l'époque aura plus de prix qu'un livre qui aura été relié au 19e siècle. Où est-ce que tu as appris ton métier ? Je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris entièrement sur le tas, parce qu'en fait ma spécialité initiale quand je suis rentrée chez Christie's, c'était vraiment les dessins anciens. J'avais travaillé aussi au musée du Louvre au sein du département des tableaux, parce que à l'école du Louvre j'avais étudié les tableaux anciens. Donc j'étais vraiment dans le domaine de l'art graphique, pas du tout dans le domaine de la bibliophilie. Et puis pour une erreur pas une erreur, mais disons un changement de parcours chez Christie's, au bout d'un moment, j'ai voulu changer de département. J'ai quitté le département des tableaux et des dessins pour rejoindre celui des livres. Donc je me suis vraiment formée entièrement sur le tas. Alors après, évidemment, il a fallu un petit peu que je travaille, même beaucoup par moi-même, pour comprendre pourquoi une édition originale du Barbier de Séville valait peut-être en reliure de l'époque de je sais pas 3 à 5 000 euros, et pourquoi une édition originale du Rouge et le Noir de Stendhal en reliure de l'époque en valait peut-être 200, 300 000 euros. Voilà, il y a des choses qu'il faut apprendre comme ça, qui font partie de la loi du marché, de l'offre et de la demande. Et puis de découvrir que par exemple en Allemagne au XVIe siècle, même au fin du XVe siècle, on faisait des reliures en peau de truie. Ça a été une grande découverte pour moi. J'ignorais même qu'on pouvait utiliser ce matériau pour en faire des reliures. Mais voilà, les Allemands, les pays germaniques l'ont beaucoup pratiqué, beaucoup utilisé, et c'est un matériau très résistant en effet. Travailler pendant 15 ans, tu disais, avec un collectionneur qui est donc ton patron, ton commanditaire. Comment ça se passe, une collaboration aussi longue et aussi individuelle ? Alors effectivement, venant de Christie's où nous étions 4 dans le département, où moi je m'occupais essentiellement des manuscrits et les 3 autres des livres imprimés, quand Jean Bonnat m'a demandé de travailler pour lui et de rédiger le catalogue de sa bibliothèque, j'étais un petit peu angoissée d'une part à l'idée de la responsabilité que ça revêtait sur mes épaules, parce que je pourrais plus faire appel à mes collègues quand j'avais un doute ou un souci sur une pièce, et surtout je me disais me retrouver toute seule dans une grande maison comme ça m'inquiétait un tout petit peu. J'ai quand même, je sais que c'est un travail très solitaire, la recherche, mais en même temps, on a quand même un peu besoin de communiquer et de papoter. Alors, en effet, j'ai la chance de m'entendre très très bien avec Nathalie Strasser, qui est ma collègue et qui s'occupe des dessins de Jean Bonnat et qui fait exactement le même travail que moi, qui est conservateur pour sa collection de dessins et de gravures, qui rédige le catalogue exhaustif de cette collection de dessins et de gravures qui est très importante également. Je m'entends très bien avec elle et on travaille dans le même bureau. On a une très grande pièce, très agréable, très lumineuse, dans laquelle on a toute notre documentation. Et puis, de temps en temps, et même maintenant de plus en plus souvent que Jean est à la retraite, il est très souvent là. On partage tous la même pièce. Et j'ai pas vraiment une collaboration particulière avec Jean Bonnat, c'est-à-dire que je lui fais part de mes questions parfois, ou de mes interrogations sur certaines pièces où je vais avoir tendance à mettre en doute ce que va dire le libraire, puisque pour le moment il a déjà un fichier en fait qu'il a constitué lui-même avec les descriptions issues des catalogues des libraires ou des ventes aux enchères où il a acheté les pièces. Mais moi, l'idée, c'est de retravailler tout ça sans forcément me fonder sur ce que les libraires ont écrit. Sinon, il aurait juste à engager une secrétaire, en quelque sorte. Il s'agit juste de recopier ce qui est dans les fiches. Voilà, une secrétaire pourrait suffire. Donc moi, je pars vraiment de zéro. Et parfois, c'est vrai que je peux faire des découvertes, comme je peux faire des découvertes dans le mauvais sens. Les deux sont arrivés. Alors voilà, on a plutôt un travail comme ça
qui est un peu de rapport. Je lui rapporte les différentes choses que j'ai découvertes et puis je lui donne mes fiches au fur et à mesure jusqu'à ce que le catalogue lui-même soit imprimé chez un imprimeur où il est tiré à peu près à 800 exemplaires. Alors, que je comprenne bien, le catalogue, donc ce que tu décris pour chacun des livres manuscrits en présence, c'est agrégé et imprimé régulièrement, c'est ça ? Parce que tu disais que tu n'avais pas terminé. Voilà, j'ai pas terminé mon travail puisqu'en effet, la collection de Jean Bonnat s'écoule sur 6 siècles, du XVe siècle au XXe siècle, disons de François Villon à Albert Camus. Et comme je ne voulais pas commencer par ce qu'on appelle les incunables sont les livres imprimés au XVe siècle, donc disons 1455 jusqu'à 1500. J'ai commencé par le XVIIIe siècle, qui pour moi était la partie la plus facile d'accès. Donc j'ai commencé par toutes les éditions originales du Marquis de Sade, de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, etc., Montesquieu. Et puis ensuite, une fois que j'ai sorti ce catalogue en 2007, donc il a été imprimé, il a été attiré à peu près 1000 exemplaires. Il est diffusé dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association internationale des bibliophiles, qui regroupe à peu près 500 bibliophiles dans le monde, qui se réunissent une fois par an dans différents pays. Et donc eux-mêmes ont reçu chacun gracieusement de la part de Jean Bonnat un exemplaire de ce catalogue, et les bibliothèques aussi publiques reçoivent aussi ce catalogue, parce qu'en fait c'est un catalogue qui sert, disons, la connaissance du livre imprimé. Alors ensuite, donc 2007 c'était le XVIIIe siècle. Ensuite en 2010 j'ai sorti 2 volumes pour le XVIIe siècle. Ensuite en 2015, ça m'a pris beaucoup plus de temps, 2 volumes à nouveau pour le XVIe siècle, parce que Jean Bonnat a une collection sur le XVIe siècle très très importante, avec des éditions de Rabelais extrêmement précieuses, des éditions originales de Ronsard, de Montaigne et bien d'autres auteurs. Et puis j'ai terminé juste avant Noël le catalogue du XVe siècle, et maintenant je m'attaque au XIXe, XXe, qui en fait regroupe la moitié de la bibliothèque. À peu près 2000 livres sont sur le XIXe et XXe siècle. Et à chaque fois, c'est un catalogue qui est imprimé, en effet, qui est diffusé auprès des personnes qui s'intéressent à la bibliophilie et à la bibliographie. Parce que en fait, ce qui se passe, ce dont on n'a pas conscience, c'est qu'un livre imprimé dans une époque artisanale, comme ça l'était autrefois, et encore plus au début de l'imprimerie, est à peu près tiré grosso modo à, disons, 1000-1200 exemplaires. C'est le rendement moyen de 2 personnes qui actionnent une presse à bras à l'époque. Donc par rapport ils travaillent évidemment plus de 10 heures par jour, et ils sont deux personnes sur une presse. Voilà à peu près le rendement qu'ils ont. Donc les ouvrages sont tirés environ à 1000-1200 exemplaires. Et en fait, dans le processus de l'impression, les 1200 exemplaires ne sont pas tous identiques. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le prot, le correcteur d'imprimerie, va se rendre compte que page 36, il y a une erreur, il y a un verbe qui a été oublié. Alors, on va le modifier en cours d'impression. Et puis un peu plus tard, la censure va arriver, va s'apercevoir qu'au chapitre 3, vraiment l'image du roi est tout à fait mise à mal. Donc on va demander à l'auteur de modifier tel ou tel paragraphe. Et du coup, la suite des exemplaires vont être modifiés en cours de route, et les précédents seront déjà partis dans le commerce ou ne seront pas détruits, parce que le papier est un matériau précieux. Donc on va quand même les conserver. Si bien qu'en effet, sur, disons, grosso modo 1200 exemplaires, ils ne sont pas tous identiques. Et mon rôle est aussi de définir à quel stade du processus d'impression tel ou tel exemplaire, et celui de Jean Bonnat en l'occurrence, intervient. Et là, on est au cœur même de l'officine d'imprimerie de l'époque, et c'est absolument passionnant. C'est une enquête policière presque dans certains cas. Et t'as pas accès à des archives? J'imagine que les imprimeurs ils documentaient pas au XVe siècle l'ensemble des étapes. Et t'as pas accès aux 1200 ouvrages pour les comparer les uns aux autres?
Non, mais c'est vrai que comme j'habite Paris, c'est pour ça qu'une semaine sur deux, je suis à Paris. Je vais travailler à la Bibliothèque nationale. Je compare l'exemplaire de Jean. Si jamais tous les livres imprimés, heureusement, ne posent pas des problèmes. Mais pour certains, on sait exactement ce qui s'est passé, l'histoire de l'édition à répertorier et à référencer tel ou tel incident ou tel événement qui s'est passé. Et donc, on sait qu'il peut y avoir sur certains exemplaires tel ou tel critère. Et pour ça s'appelle donc c'est de la bibliographie. Ce sont des livres sur les livres en fait. Et en cherchant dans telle ou telle bibliographie, je peux trouver des références que je cherche et je peux trouver des cas particuliers qui auront été déjà en fait étudiés et mis au jour par d'autres bibliographes. Et puis ça m'arrive aussi de mon côté parfois de découvrir des choses qui jusqu'à présent n'avaient pas été repérées. Voilà. Donc à ce moment-là, je vais les décrire dans ce catalogue que je rédige. Très bien. Qu'est-ce qui apprécie ton travail? Apprécie dans le sens le juge, émet un avis dessus. J'imagine que Jean Bonnat en a un, mais est-ce que dans votre cercle de bibliographes, est-ce que tu as des feedbacks? Est-ce qu'on te dit dans ce catalogue-là, c'était très précis, ou je suis pas d'accord avec toi, ou est-ce que tu as des remarques? Alors en fait, j'ai effectivement, je dois dire que j'ai beaucoup de remarques positives parce que aujourd'hui, il y a très peu de collections privées et de collectionneurs qui font le choix de publier le contenu de leur bibliothèque. Généralement, les bibliothèques importantes sont connues au moment de la vente aux enchères, au moment où il y a un catalogue qui décrit les différents exemplaires. Mais le travail que me fait faire Jean Bonnat, s'il existait dans les siècles passés, il existe quasiment, mais plus du tout à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. C'est vraiment parce que j'ai affaire à quelqu'un de fortuné, de consciencieux, qui aime le partage, que il s'est lancé dans cette mission-là. C'était quelque chose qui existait autrefois. On connaît parfaitement le contenu de la bibliothèque de la marquise de Pompadour ou du cardinal de Richelieu, mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de très très précieux et très particulier et tout à fait inhabituel qu'entreprend Jean Bonnat. Donc les gens sont plutôt, les bibliographes ou les bibliophiles sont plutôt heureux de voir cette tradition se perpétuer, sont impressionnés par la collection de Jean, puisque évidemment le but premier c'est quand même de montrer à un instant T quel est le contenu de la collection de Jean Bonnat. Et comme je fais un travail extrêmement poussé, il est vrai que je suis assez félicitée pour mon travail extrêmement consciencieux. Et l'année dernière, en fait, j'ai été récompensée au Grand Palais au moment du Salon du Livre. J'ai reçu le prix d'honneur de la bibliographie pour le travail que j'avais accompli dans le cadre de cette mission que m'a donnée Jean. Oui. Est-ce que vous scannez les livres ou est-ce que c'est pas du tout le sujet de les conserver pour les diffuser? Alors effectivement, la question s'est déjà posée. J'en ai déjà parlé avec Monsieur Bonnat parce que il s'avère que par exemple pour ce livre, ce catalogue des incunables, les livres imprimés au XVe siècle que j'ai sorti juste avant Noël 2018, sur 42 incunables, il y en a 12 qui sont des unica, c'est-à-dire des livres que l'on ne connaît que par l'exemplaire que possède Jean Bonnat. Cette édition n'existe que chez Jean Bonnat à Genève. Donc c'est quand même extrêmement précieux. Malgré tout, ça reste quand même une bibliothèque privée. Et donc c'est un peu délicat de savoir comment on pourrait numériser, diffuser telle ou telle pièce. Mais il y a eu un projet qui a été fait avec les presses universitaires de France, qui malheureusement s'est arrêté faute de moyens, mais qui a duré pendant 6 ou 7 ans, où 4 numéros par an étaient publiés et reproduisaient en facsimilé des ouvrages uniques ou de la collection de Jean Bonnat ou de la Fondation Bodmer qui se trouve en Suisse et dont il est le président. Dont il était le président. Alors effectivement, ça permettait, cette collection source était dans l'idée de pouvoir faire voir à un plus grand nombre des pièces remarquables, absolument inaccessibles et uniques, et de les reproduire en facsimilé telles qu'elles se trouvent sur les originaux. Toi, quand tu étais petite, tu avais une passion pour l'enquête, la recherche, ces sujets-là?
Alors, c'est exactement ça. En fait, je suis pas du tout intéressée par la collection. Je suis intéressée par la recherche. J'ai toujours été passionnée par l'archéologie. À 14 ans, je faisais des fouilles en Angleterre, alors que je parlais pas un mot d'anglais. Je voulais absolument être archéologue. Et j'ai eu la chance de savoir très vite ce que je voulais faire. Alors, ça m'a un peu guidée dans mes études. Et puis, de fil en aiguille, l'archéologie, je me suis aperçue que c'était un métier difficilement compatible avec une vie de famille. Et après l'école du Louvre, j'ai voulu rester évidemment dans le domaine de l'art. Et je suis rentrée après avoir fait un petit tour au musée du Louvre au moment de l'aménagement de l'ancien ministère des Finances, qui était le long de la rue de Rivoli. Après, quand ce grand chantier s'est fermé, enfin c'est ouvert au public, mais le chantier s'est arrêté, je suis rentrée chez Christie's. Et voilà, de fil en aiguille, depuis les dessins, je suis arrivée au livre imprimé. Voilà, c'est vraiment ma passion, c'est d'aller faire des recherches à la Bibliothèque nationale, de creuser une question qui me taraude de 4 poèmes inédits du Marquis de Sade que je trouve par hasard dans un recueil du XVIIIe siècle. Voilà, et je ne suis pas intéressée par la possession. On me demande souvent si je collectionne quelque chose moi-même. J'aime chiner, mais je n'en suis pas du tout au point de vouloir collectionner. C'est pas une passion pour ça. Et ton érudition sur les textes français, comment est-ce que tu peux l'exploiter autrement? Est-ce qu'un jour tu seras professeur de français? Alors en fait, je fais pas une fiche de lecture sur le livre que je décris, que ce soit effectivement les Précieuses ridicules ou l'édition originale des Fleurs du Mal. Je vais décrire l'exemplaire particulier que possède Jean Bonnat, c'est-à-dire qu'effectivement, pour donner un exemple, une pièce remarquable qu'il possède au XIXe siècle, ce sont donc les Fleurs du Mal en édition originale qui ont paru en 1857, mais en 1857 apparu aussi pour la première fois Madame Bovary. Donc en 1857 paraissent 2 textes fondamentaux de la littérature du milieu du 19e, Madame Bovary et les Fleurs du Mal. Et en fait, l'exemplaire de Jean Bonnat, qui se doit d'avoir évidemment une édition originale des Fleurs du Mal et de Madame Bovary, parce que c'est assez banal dans une collection de littérature française. L'exemplaire de Jean Bonnat est tout à fait particulier et unique, puisque il possède l'exemplaire de Madame Bovary qui est dédicacé par Flaubert à Baudelaire. Or, en 1857, ces 2 textes ont été condamnés par l'autorité publique qui disait que il y avait une atteinte aux bonnes mœurs, aussi bien dans les Fleurs du Mal que dans Madame Bovary. Flaubert n'a pas été condamné à modifier son texte. Par contre, Baudelaire a dû retrancher 6 poèmes des Fleurs du Mal. Donc, en effet, il n'y a pas d'exemplaire plus précieux pour justement cette histoire qui intervient dans l'histoire de l'édition et de la littérature en 1857 que celui que peut posséder Jean Bonnat avec une dédicace de Flaubert à Baudelaire en reconnaissance de cet événement judiciaire qu'ils ont traversé l'un et l'autre. D'accord, donc c'est pas tant sur le texte lui-même que sur l'histoire de l'édition. Exactement. Surtout de l'histoire de... Alors bien sûr, dans ma fiche, je vais relater l'événement judiciaire, je vais parler de Madame Bovary ou des Fleurs du Mal, mais je vais surtout décrire l'exemplaire particulier et cette dédicace qu'il porte sur la page du faux titre. Est-ce que il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière ? Alors en fait, il y a certainement des choses que j'aurais aimé apprendre plus tôt dans ma carrière, mais je dois dire que dans ce domaine-là, qui est le domaine de l'expertise, c'est plutôt justement l'expérience et le long déroulement des années et le fait de voir, de croiser, d'observer de plus en plus d'objets imprimés, en l'occurrence, puisque c'est mon domaine, qui va faire que je vais me forger de plus en plus un œil, une acuité visuelle et de plus en plus
connaissances. C'est vraiment une connaissance sur le terrain. Alors évidemment, la connaissance, de savoir que l'édition originale de 1857, c'est bien la première et c'est pas à une autre date, ou que par exemple les Contes du temps passé de Charles Perrault ont été imprimés en 1697. Certes, ça je l'ai en mémoire, mais je pourrais aussi bien le trouver sur Internet. Il suffirait de taper sur Google première édition des Contes du temps passé de Charles Perrault, j'aurai la réponse. Là ensuite, moi, mon expertise, elle se forge vraiment par l'acuité visuelle, par le toucher, par quelque chose de très sensoriel et qu'on peut acquérir au fil du temps finalement. Alors qu'est-ce que j'aurais pu aimer acquérir plus tôt je sais pas, parce que c'est un long processus sur toute une vie. On n'a jamais fini d'apprendre, en tous les cas dans mon métier. Non, mais très clair. Et est-ce qu'il y a des personnes dans ton passé professionnel que tu as admirées, qui t'ont appris beaucoup, qui t'ont beaucoup apporté professionnellement? Alors effectivement, comme ce n'est pas quelque chose de théorique qu'on peut apprendre en faculté ou ailleurs, c'est quelque chose qui s'apprend, l'expertise essentiellement sur le terrain. J'ai eu la chance de croiser en effet plusieurs personnes dans ma vie, aussi bien chez Christie's que antérieurement au musée du Louvre, ou même là depuis que je travaille depuis 15 ans pour Jean Bonnat, qui m'ont enrichi dans mon approche du sujet, qui m'ont enrichi parce qu'ils m'ont transmis leurs connaissances, parce qu'ils m'ont transmis aussi leurs exigences, parce qu'ils m'ont transmis aussi leur manière d'aborder tel ou tel point de vue. Et parfois, en fait, on s'aperçoit que, bien sûr, on est enrichi par les autres qui travaillent dans le même domaine que le vôtre, parce qu'ils vous apportent un peu plus d'expertise et de connaissances, mais ils vous apportent aussi beaucoup humainement, généralement quand ce sont des aînés et que vous admirez leur manière d'être, leur manière de pas être orgueilleux, de pas vouloir écraser l'autre par leurs connaissances, de simplement les partager et d'avoir la joie de les partager avec les autres, oui. C'est des personnes avec qui tu as travaillé ou des personnes que tu as côtoyées? Ce sont des personnes avec qui j'ai travaillé et essentiellement avec qui j'ai travaillé, notamment la personne qui m'a beaucoup formée chez Christie's, qui s'appelle Félix de Marézoyenne, qui est un très très grand connaisseur en matière de livres imprimés, et c'est lui qui m'a énormément appris au moment où moi je me lançais dans un domaine que je ne connaissais absolument pas et où il fallait que je saute à l'eau et que j'apprenne à nager très rapidement. Une question sur ton rythme de travail. J'imagine que ta mission, elle est vaste, elle est longue, que tu as ton rythme à toi, que c'est à toi de trouver ton rythme. Comment est-ce que tu trouves l'énergie pour avancer? Comment est-ce que tu décides du rythme auquel tu as travaillé? Quand est-ce que tu commences? Quand est-ce que tu t'arrêtes? Quand est-ce que tu publies ton catalogue et que tu décides que c'est terminé? Alors effectivement, ça c'est une question de motivation personnelle, et sur 15 ans, il y a des moments parfois où on baisse un peu les bras, où on ralentit un peu la cadence, parce que en effet, je n'ai pas de target comme chez Christie's, je n'ai pas de deadline parce que on sait que le 15 juin, on a une vente aux enchères et qu'il faut absolument boucler le catalogue pour mi-mai. Voilà. Donc moi, je suis uniquement attachée avec Jean Bonnat par une relation de confiance. Quand je ne suis pas à Genève et que je travaille chez moi ou à la Bibliothèque nationale, il n'est pas là à surveiller, savoir si je fais le nombre d'heures ou pas, où j'en suis dans mes recherches, est-ce que j'avance sur ce catalogue du 19e, est-ce que j'ai fini avec Balzac. Alors voilà, de temps en temps, il va me demander si j'ai bientôt terminé avec les 50 éditions de Balzac que je dois cataloguer, mais en fait, c'est à moi de me motiver moi-même et de me dire là vraiment d'ici l'été, je voudrais avoir terminé ça. Je voudrais aussi avancer parce que par ailleurs, j'ai quand même quelques missions temporaires qui peuvent intervenir pour des expositions pour lesquelles Jean Bonnat prête. Donc on peut me demander de rédiger telle ou telle description pour un ouvrage que Jean Bonnat va prêter à gauche ou à droite. Donc c'est vraiment, je crois que par la confiance et par un sérieux, disons, personnel que je me suis imposé, qui fait que voilà, j'avance tranquillement à mon rythme, parce que c'est un rythme quand même
justement, comme je n'ai pas de pression, je peux mener mes recherches jusqu'au bout et ne pas me dire bon bah tant pis, j'envoie ça au catalogue, mais je suis pas doute sûre de ce que je viens d'identifier dans l'exemplaire. Non, je peux aller jusqu'au bout de mes recherches. J'ai cette chance-là de pas avoir cette pression. Mais voilà, je crois que je suis raisonnable et pour le moment, en 15 ans de métier de relation avec Jean Bonnat, j'ai pas eu encore trop de reproches de ce côté-là. Est-ce que tu as, toi, transmis ton savoir ou tu as commencé à le transmettre à d'autres générations ? Alors effectivement, je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus dans mon métier, parce que j'aime pas du tout parler de moi, mais par contre parler de mon métier, comme je vois que les gens sont généralement intéressés, j'aime bien en parler. Et ça m'arrive d'être effectivement de temps en temps invitée dans des écoles ou autres pour parler de mon métier, ou de temps en temps des collectionneurs qui se lancent ou qui collectionnent déjà les livres, mais qui finalement n'ont pas tellement de connaissances pratiques pour pouvoir identifier et reconnaître un livre imprimé original d'une contrefaçon. Donc une contrefaçon, c'est un livre qui aura été fait exactement à l'époque, imprimé dans les mêmes conditions, mais pour faire croire que c'est un original, et en fait ce n'est pas l'édition originale. Donc ça, c'est un domaine d'expertise que eux-mêmes n'ont pas, et ils sont toujours contents d'apprendre tel ou tel point de détail qui va leur permettre d'identifier ou de faire une petite distinction qui peut être parfois vraiment importante dans le cadre de la valeur de l'objet. Alors effectivement, je n'enseigne pas de manière théorique ce que je connais, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend sur la pratique et sur le terrain, mais je suis toujours très contente et d'apprendre et de transmettre. T'as pas de stagiaire avec toi, par exemple, qui t'aide de temps en temps ? Alors, on m'a proposé de prendre de temps en temps des personnes m'ont demandé si elles pouvaient faire un stage auprès de moi. Je suis pas du tout contre avoir quelqu'un qui soit à mes côtés. Le seul problème, c'est que en effet, pour expertiser un livre ou pour faire des recherches à la Bibliothèque nationale ou pour le décrire sur un ordinateur, c'est quand même quelque chose qui est assez solitaire, où on n'a pas besoin d'être à quatre mains. Donc en fait, prendre une stagiaire, je pense qu'au bout d'un jour ou deux, je pourrais lui montrer un peu ce que je fais. Je pourrais peut-être lui demander un petit peu de faire telle ou telle recherche, mais finalement, je crois qu'elle tournerait vite en rond. Notre podcast, il s'intéresse aux compétences comportementales. Est-ce que toi, tu aurais une définition de ces compétences comportementales ? Quelle est ta définition des compétences comportementales ou des compétences transversales ? Alors, compétences comportementales, je pense que dans mon domaine en particulier, qui n'est pas celui de la vente, puisque je ne suis pas libraire, je pense que si l'honnêteté doit être de mise, mais ce n'est pas un point qui me viendrait en premier à l'esprit, je pense que dans le comportement, c'est peut-être un souci de faire les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire de se donner du mal pour des petites choses qui peuvent paraître vraiment très mineures. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait la collation d'un livre, on prend le livre et on regarde feuillet après feuillet, si tous les feuillets sont là et s'ils ont l'air absolument homogènes, s'il n'y a pas un feuillet qui, par exemple, aurait été rapporté d'un autre exemplaire pour compléter un exemplaire incomplet. Alors, je crois qu'effectivement, moi, je suis très attachée à une phrase de Samuel Beckett qui dit « Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps ». Et vraiment, je pense que cette phrase devrait être gravée au-dessus des frontons de toutes les écoles. Parce que voilà, c'est vrai que c'est très très abscon le domaine dans lequel je travaille. Ça peut être très fastidieux de faire la collation d'un livre feuillet après feuillet. Parfois vous avez des livres qui font 400 pages, ça peut prendre un temps énorme. Toute une série de 12 volumes de Balzac, ça m'a pris une après-midi entière pour les collationner tous. Et en fait, je dois passer par là parce que si l'exemplaire est incomplet ou s'il y a un feuillet qui a été rapporté, voilà, ça fait partie de mon métier. Je dois le signaler. Alors, je pense que si j'avais un critère qui me venait à l'esprit, ce serait peut-être celui-là, d'être assez consciencieux, méthodique et de, en effet, se donner du mal pour les petites choses parce qu'elles sont aussi importantes.
Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner à des jeunes personnes qui rentrent sur le marché du travail pour faire ton métier ou pour en faire d'autres, hein? Alors effectivement, quand j'interviens de temps en temps, rarement, mais de temps en temps dans des écoles et qu'on me demande un peu, pose cette question, j'ai toujours été frappée par mon premier stage où j'étais en seconde et je suis allée faire un stage chez un expert en objets d'art précolombien à Drouot. Et c'était un monsieur assez âgé, et puis il me fait venir dans son bureau comme ça, je le connaissais à peine, et il me dit: écoute Vérène, voilà, moi si j'ai un conseil à te donner, à la fin du stage, au bout d'une semaine, après ça s'était bien passé, il me dit: si j'ai un conseil à te donner, c'est connais-toi toi-même. C'est important de se connaître soi-même parce que c'est comme ça qu'on peut mieux s'orienter. Alors c'est vrai que quand on est en seconde, qu'on a peut-être une quinzaine d'années, on peut absolument pas se connaître encore. Mais je pense qu'en effet, cette phrase qui m'avait vraiment marquée à l'époque, parce que c'était la première fois que quelqu'un me disait ça, et puis il m'avait donné des exemples bien concrets, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, sans doute que quand on fait une sorte d'introspection, au bout d'un moment, on va savoir dans quel domaine on est bon, qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et aujourd'hui, quand je conseille des jeunes, je vais un petit peu plus loin. Je leur dis, en fait, il faudrait que vous arriviez, en ayant fait une introspection de vous-même, à définir ça par un verbe à l'infinitif. Et en fait, le fait de concrétiser ce qui vous fait vibrer, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous avez envie de vous battre, par un verbe à l'infinitif, ça permet vraiment de cerner plus précisément la question. Et alors je donne un exemple. Par exemple, si vous voulez faire du droit, vous faites du droit, mais en fait, au bout d'un moment, vous voulez défendre la veuve et l'orphelin ou vous voulez négocier des contrats. Ce sera deux métiers d'avocats différents. D'un côté, vous allez plaider, en effet, pour défendre, ce sera le verbe défendre, la veuve et l'orphelin. Et puis d'un autre côté, vous serez dans la négociation de contrats, où là, ce sera un domaine de juridique bien différent. Et pourtant, au départ, vous aurez fait du droit. Donc je crois qu'effectivement, si on doit se connaître soi-même, il faut essayer de cerner ses qualités et ce qui vous motive par un verbe à l'infinitif pour savoir plus tard ce qu'on veut faire, voilà, et s'orienter dans la bonne direction. C'est un bon conseil, puis c'est pratique, pragmatique. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel ? De pas perdre la vue, parce qu'en fait, effectivement, j'ai besoin d'une très bonne acuité visuelle dans mon métier, et le jour où je perdrai la vue, je pourrai rester chez moi. D'accord. Merci beaucoup, Vérène. Merci. De rien. Merci, Perrine. C'est Isabeau Grisillon, notre invitée de l'épisode 12, qui nous a soufflé qu'un épisode avec Vérène serait passionnant. Elle ne s'est pas trompée. Je le remercie et vous encourage, vous aussi qui nous écoutez, à nous mettre en relation avec ceux qui exercent leur métier avec passion. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leur projet de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.